L'échiquier international, soyez les bienvenus en Ukraine. L'offensive russe en nette augmentation pour la semaine écoulée, en croire la partie ukrainienne. 2000 drones et plus de 1800 bombes téléguidées ont touché notamment l'ouest du pays, également l'est. Comment analyser cette recrudescence de l'offensive de la part de Moscou? Des zones urbaines ont été également touchées, occasionnant d'énormes dégâts. La capitale Kiev n'a pas été épargnée non plus. Les observateurs signalent un changement de rythme du côté russe. Quelle en est l'interprétation? Autre aspect, peut-être en connexion avec ces éléments, la visite il y a 24 heures du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov en Corée du Nord, reçu par le dirigeant Kim Jong-un, l'occasion pour le Nord-Coréen de réaffirmer son soutien inconditionnel à Moscou dans le conflit ukrainien. Justement, le conflit ukrainien a quand une solution définitive? Les Russes n'y seraient pas contre, selon les affirmations officielles, sauf que sur le terrain, on dénote un surplus d'assaut. Alors, dissonance du côté russe, ou au contraire, autre visage de cette fameuse stratégie de l'attrition, à savoir la guerre de l'usure. On fait le point, à tout de suite. Guerre en Ukraine, jour 1236. On en parle de ces aspects et de ces liens avec l'international, des répercussions bien entendu, avec David Tertry. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Spécialiste de la Russie, maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures en Vendée, en France, et auteur surtout d'un remarquable Russie, le retour de la puissance, édité chez Armacolin. On débute avec un chiffre, David Tertry, 623. 623, c'est le nombre de drones et de missiles lancés dans la nuit dernière par la Russie sur l'Ukraine, notamment à l'ouest du pays. La recrudescence dans ce conflit est une réalité si on s'arrête sur cette donnée. Oui, tout à fait. On constate depuis quelques jours, une grosse semaine environ, une recrudescence des frappes russes avec un nombre de drones qui ne cesse d'augmenter pratiquement chaque jour et qui sont lancés de manière répétée sur plusieurs jours de suite. Ce qui était plutôt rare auparavant. Auparavant, on avait une ou deux vagues très importantes et puis ensuite des périodes plus calmes. Ce qui semblerait indiquer que la Russie se sent désormais capable de tenir le rythme sur une période relativement longue. Elle a donc des capacités d'approvisionnement et de production a priori en augmentation, et ce qui rend la situation extrêmement délicate pour les Ukrainiens. C'est deux aspects principaux. Le premier, c'est que ces drones, les Russes allient les frappes avec par ces vagues de drones à des missiles qui, associés, permettent de contourner en partie ou parfois presque totalement les défenses aériennes. Et puis l'autre aspect, c'est que ces mêmes défenses aériennes ukrainiennes, elles sont en difficulté parce que elles ont du mal à tenir le rythme face à cette recrudescence. Et par ailleurs, l'approvisionnement par les Européens et surtout les Américains en intercepteurs est en baisse On va en ces parler. dernières semaines. Justement, mais comment comprendre la posture ou la position russe, puisque les officiels affirment que des pourparlers de paix ne sont pas totalement exclus. D'un autre côté, des drones et des missiles ne cessent de pleuvoir sur l'Ukraine. On l'a dit, 2000 drones et plus de 1800 bombes, rien que cette semaine, c'est sans précédent. Est-ce qu'il y a un double jeu, à la fois sur sur le terrain diplomatique et sur le terrain de la guerre, tout simplement, ou est-ce que vous voyez une espèce de, je sais pas, une forme de double mouvement, double discussion où on essaye d'investir les deux terrains à la fois? Comment vous expliquez? Alors, il y a effectivement deux approches depuis que, en fait, Donald Trump est arrivé au pouvoir et qu'il a relancé l'idée de négociation, hein, puisque n'oublions pas qu'avant son arrivée,
les Européens, les Américains, voire même les Russes, les Ukrainiens n'étaient pas particulièrement prêts pour entamer des négociations. Donc, d'une certaine façon, avant l'arrivée de Donald Trump, tout le monde était d'accord pour poursuivre le conflit. Depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, les choses ont changé, on l'a vu, hein, il y a une relance des pourparlers, y compris entre les Russes et les Ukrainiens à deux reprises. Néanmoins, les positions russes et ukrainiennes divergent radicalement sur un point, d'ailleurs entre Russes et Occidentaux également. Les Occidentaux et les Ukrainiens réclament un cessez-le-feu préalable à des discussions sur un règlement politique de la situation. Les Russes, au contraire, estiment qu'il faut arriver à des grandes lignes, aux grandes lignes d'un accord avant d'envisager un cessez-le-feu. Donc ça, ils n'ont pas bougé sur ce point-là. La raison en est, eh bien, il y a deux raisons principales qu'on peut avancer. La première, c'est que les fameux accords d'Istanbul de 2022, en tout cas ces projets d'accords n'ont pas été mis en œuvre, et du point de vue russe, ils n'ont pas été mis en œuvre parce que l'armée russe s'est retirée des alentours de Kiev et que donc finalement les Ukrainiens et les Occidentaux ont jugé que la menace directe sur la capitale ukrainienne était passée et qu'on pouvait donc poursuivre la guerre. Donc d'un certain point de vue, les Russes ne veulent pas répéter cette expérience quand ils font une concession sur le terrain qui n'est pas suivie ensuite d'avancées politiques. Justement, et la deuxième raison importante, eh bien, c'est que les Russes avancent et que donc ils sont en position de force et qu'ils veulent maintenir la pression pour obtenir des concessions importantes du côté ukrainien et occidental. Et en réalité, on sait ce que souhaitent les Russes. Les Russes souhaitent prendre le contrôle total des 4 régions qu'ils ont annexées, en plus de la Crimée, et ils souhaitent la neutralité et une forme de démilitarisation de l'Ukraine, toutes choses sur lesquelles les Ukrainiens ne sont pas prêts à accepter ces conditions pour le moment. À céder. Un mot sur le terrain, il y a peut-être un changement de stratégie via ces frappes, rien que 24 heures. Un missile, une vingtaine de drones ont touché 5 endroits, d'après le ministre de la Défense russe, qui parle, lui, de frappes groupées contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien. À Lvov, à Kharkiv et à Lutsk. Kharkov est un important centre industriel qui se trouve à l'est de l'Ukraine, tandis que Lvov et Lutsk sont à l'ouest. C'est pour ça que les frappes sont diversifiées. Mais également, on voit aussi, ce sont des frappes en profondeur et très ciblées. Ça nous rappelle quand même la culture ou la stratégie de l'art militaire russe, c'est-à-dire l'art opératif ou les frappes en profondeur qui serviraient à désarticuler l'ennemi. C'est ce qu'on ne voyait pas peut-être au départ de ce conflit. Alors en réalité, au tout début du conflit, on a eu des vagues de bombardements du même type, mais pas par des drones, mais par des missiles. Donc dans les tout premiers jours, la Russie avait lancé des vagues de bombardements par l'aviation et des missiles à longue portée. Seulement, elle n'avait pas la capacité à l'époque de poursuivre à un rythme important. Ses stocks étaient limités et elle ne disposait pas de flotte, en tout cas de réserve de drones comme à l'heure actuelle. La Russie était relativement en retard sur la fabrication de drones au début du conflit. On parlait de drones iraniens. À l'époque, on parlait beaucoup de drones iraniens. Donc, d'où d'ailleurs, effectivement, assez rapidement, la Russie s'est tournée. En fait, la Russie disposait d'un certain nombre de prototypes de drones, on va dire plutôt des prototypes de différentes classes, mais relativement chers à produire et qui n'étaient pas adaptés en fait au conflit tel qu'il s'est développé. Donc la Russie s'est tournée vers l'Iran avec les fameux drones Shahed qui ont été d'abord importés par les Russes pour les utiliser sur le terrain et qui depuis un certain temps, même assez rapidement en fait, ont été produits en Russie et améliorés progressivement. Donc les drones
les drones issus de l'Iran, désormais produits en Russie, ressemblent de moins en moins en fait à leurs ancêtres iraniens. Sont de plus en plus, ils ont une portée de plus en plus importante, une charge utile aussi qui ne cesse de croître. Et puis les composants sont de plus en plus fabriqués en Russie ou importés d'autres destinations. Les Russes Donc s'adaptent là, vite. C'est voilà, aussi ils leur s'adaptent culture. vite et là maintenant on voit bien que l'augmentation de l'utilisation de ces drones montre qu'ils sont totalement autonomes dans ce domaine parce que justement avec le conflit entre l'Iran et Israël, certains avaient pensé que ça pourrait gêner les approvisionnements de la Russie en drones iraniens, mais en réalité, ça n'est plus un problème pour la Russie parce qu'elle s'est totalement autonomisée. Il y a un autre point intéressant ces derniers jours dans la stratégie russe, c'est que pour la première fois depuis le début du conflit, les Russes bombardent, ciblent des centres de recrutement de l'armée ukrainienne. Alors ça, c'est nouveau. Ça vise à désorganiser le recrutement de l'armée ukrainienne. Or, celle-ci a déjà, on le sait, depuis de très nombreux mois, des grandes difficultés à recruter. Et ces centres de recrutement, en plus, ils n'ont pas forcément bonne presse en Ukraine même, parce que ils utilisent souvent des méthodes assez musclées pour aller réquisitionner, voilà, attraper parfois directement dans la rue des hommes en âge de combattre. Et donc on a aussi là une volonté qui est à la fois de désorganisation, mais aussi peut-être de guerre psychologique, en essayant de, en quelque sorte, lancer un message à la population ukrainienne qui est fatiguée en bonne partie de cette guerre, de dire, regardez, nous détruisons les centres qui concourent à finalement envoyer vos hommes au front et souvent à la mort. Alors justement, le Donc, conflit russo-ukrainien, c'est bien entendu des destructions et un bilan humain dramatique depuis plus de 1230 jours. Est-ce que vous avez des données à nous livrer concernant cet aspect oui, sur les pertes ukrainiennes? Il y a quelques mois, on parlait de 600 000 hommes qui seraient morts à cause de la guerre. alors ça, je ne m'avancerai pas sur les chiffres parce que il y a différentes estimations. Chaque camp, évidemment, exagère les pertes du camp adverse et minimise les siennes. C'est les Américains qui ont Euh, parlé de 600 000, hein. C'est un ex-colonel des États-Unis qui avait avancé le chiffre de 600 000 par rapport à l'imagerie satellitaire, les rituels oui, funèbres et tout ça. Voilà. Oui, oui, c'est un chiffre qu'on peut penser raisonnable, mais disons que voilà, ce sont à nouveau des estimations. Il y a un grand flou autour de ça. Ce qu'on peut retenir, par contre, qui était un élément intéressant, c'est que dans les échanges de corps de soldats hein, qui ont été échangés là, ces derniers mois, la quasi-totalité, en fait, on avait un déséquilibre absolument énorme entre les corps de soldats ukrainiens livrés par la Russie, retournés par la Russie à l'Ukraine, et ceux que l'Ukraine pouvait voilà, renvoyer Ouais. sur le territoire russe. Donc, alors, c'est un élément en tout cas qui montre que, contrairement à ce que les Ukrainiens ont longtemps affirmé, leurs pertes sont au moins aussi importantes que celles des Russes. La stratégie militaire russe, on l'a dit, hein, c'est l'attrition, c'est-à-dire l'usure. On cherche donc à désordonner, en tout cas désarticuler les centres de décision de l'adversaire. On en veut pour preuve l'élimination, c'était jeudi, d'un agent du SBU, c'est-à-dire les services de sécurité ukrainiens, abattu jeudi matin à Kiev. Selon plusieurs sources médiatiques ukrainiennes, il s'agirait du colonel Ivan Voronich, un officier chevronné du contre-espionnage qui était actif depuis 2014. On ne voyait pas ce phénomène de ciblage qui est en train de voir le jour, en tout cas qui est en train d'être visible du côté de la stratégie russe. On est en train semble-t-il, de désarticuler, comme je le disais, non seulement les postes décisionnaires ukrainiens, mais aussi la pyramide des militaires ukrainiennes.
Alors, c'est intéressant. Alors, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière en précisant que là, on a parlé beaucoup des drones russes voilà, qui visent des centres ukrainiens, mais n'oublions pas que les Ukrainiens ne sont pas en reste, hein. Alors, ils sont plutôt à l'heure actuelle je dirais pas en perte de vitesse, mais ils sont dépassés par les Russes, mais tout de même, ils sont aussi extrêmement actifs. Ils envoient des drones dans de nombreuses régions russes. Parfois, ils parviennent à frapper des cibles assez loin dans le territoire russe. Et on se rappelle de l'opération dite toile d'araignée, hein, très spectaculaire, qui avait permis aux Ukrainiens de frapper des avions de l'aviation stratégique russe, hein. Donc voilà, il faut avoir quand même en tête que les deux belligérants sont très actifs dans ce domaine, mais effectivement avec plutôt une montée en puissance russe ces derniers temps. Alors sur les assassinats, là encore, plutôt depuis le début du conflit, c'est plutôt les Ukrainiens qui s'étaient distingués dans cette affaire, avec un certain nombre d'assassinats assez spectaculaires en Russie, d'officiers parfois, mais aussi de représentants des cercles, de différents cercles idéologiques russes, hein, ce qui a été quand même très controversé. Et là, c'est l'inverse qui se produit. Effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, est-ce que c'est une sorte je dirais, de vengeance parce que l'officier en question avait opéré enfin, avait mis en œuvre des opérations particulièrement dures pour la Russie? Est-ce que ça va devenir plus systématique? La question reste posée, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les Russes veulent être plus actifs dans les arrières du front ukrainien. Vous avez, je le disais, vous avez écrit un livre, en tout cas vous l'avez édité en 2011, Russie, le retour de la puissance. Est-ce que ça vous surprend, cette autonomie russe par rapport à un conflit qui dure depuis, oui, 1236 jours? On a l'impression que c'est le dernier grand défi pour la grande puissance russe avant qu'elle soit acceptée en tant que telle par le concert des nations. Alors, il y a plusieurs interprétations, effectivement, à la nature de ce conflit, hein. On peut le voir comme un conflit post-soviétique, hein, au sens où ce sont deux anciennes républiques soviétiques qui se font la guerre, d'une certaine façon parce elles sont pas parvenues à trouver un modus vivendi acceptable pour les deux depuis la fin de l'URSS. On peut le voir comme un conflit entre la Russie et l'Occident, hein, puisque d'une certaine façon, et de plus en plus, les soldats sur le terrain, ce sont les Ukrainiens qui se battent contre les Russes, mais tout le reste, une bonne partie du renseignement, les images satellitaires, la quasi-totalité des armes désormais. Une partie d'ailleurs des opérations apparemment sont même planifiées depuis les quartiers généraux de l'OTAN. Donc on a véritablement une guerre russo-occidentale par un Ukrainien interposé. Et de ce point de vue, c'est plutôt ce point de vue-là qui est mis en avant par la Russie à l'heure actuelle, en estimant que, en fait, ce conflit avec l'Occident est lié, d'après les Russes, d'après le Kremlin, à le refus de l'Occident depuis la fin de l'URSS d'entendre la Russie sur ces questions de sécurité, d'accepter que la Russie a aussi ses propres perceptions de la sécurité et de prendre en compte les demandes russes, notamment l'arrêt des élargissements de l'OTAN. Les Russes vont même plus loin à l'heure actuelle en présentant ce conflit comme une sorte de test mondial. Ce serait, d'après le Kremlin, en fait, un bras de fer qui aurait une nature mondiale au travers des BRICS, au travers finalement d'un rééquilibrage entre les nations émergentes et les puissances occidentales. Les Américains dans tout ça, on en a parlé rapidement au début. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rencontré justement son homologue russe Sergei Lavrov en marge de la réunion
ministériel des pays de l'Asie du Sud-Est à Kuala Lumpur. Marco Rubio est sorti de la discussion se disant déçu et frustré à cause du manque de progrès vers la paix. On a l'impression que, enfin vous l'avez expliqué au tout début, mais on a l'impression que les Américains sont si en déclin sur le flanc diplomatique, c'est-à-dire qu'on voudrait imposer une paix avec des conditions américaines, ce que refusent les Russes, et on sent les Russes bien ancrés dans leurs conditions, tandis que les Américains, écoutez, Donald Trump n'arrête pas de changer d'angle de vue, en tout cas d'opinion. Alors, oui, les États-Unis sont dans une position, avec Donald Trump, sont dans une position assez difficile en réalité. Pourquoi? Eh bien, parce que, d'une part, le, les sanctions prononcées par l'équipe Biden et le soutien tel qu'il l'avait mis en place étaient à peu près à son maximum au moment où Trump est arrivé. Donc, Trump ne peut pas faire plus que ce qu'ont déjà fait les démocrates. Il y a bien de grandes chances qu'ils ne puissent faire enfin, en fait, être obligés, être contraints en fait, d'abaisser le degré de soutien à l'Ukraine. Donc, alors, à savoir, est-ce que c'est sa volonté d'arrêter de soutenir les Ukrainiens et de s'occuper d'autres priorités, hein. Parfois, c'est ce que ses discours et ceux de ses partisans ont donné l'impression, hein. Une partie de ses partisans considère que ce conflit n'est pas un conflit absolument vital pour les intérêts des États-Unis et que ces derniers feraient mieux de se concentrer sur les questions migratoires, sur finalement la défense des intérêts des États-Unis dans la sphère occidentale et par ailleurs de se concentrer sur le principal adversaire d'après eux des États-Unis qu'est la Chine et non pas la Russie. Alors dans le même temps, Trump avait souhaité se présenter comme le président qui allait mettre fin à cette guerre rapidement, en estimant que cette guerre, c'était la guerre de Biden. Il a souvent dit la guerre en Ukraine, c'est une guerre de Biden, et moi, Donald Trump, je vais arriver, je vais faire rapidement la paix. Pour cela, il a présenté des propositions aux Russes qui semblaient, du point de vue occidental, plutôt généreuses, c'est-à-dire, d'une part, le gel du front et finalement accepter que les Russes gardent les territoires qu'ils ont conquis, ce qui est déjà extrêmement difficile à accepter pour les Ukrainiens, et d'autre part, plusieurs officiels américains ont dit que finalement l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN. Donc on a l'impression à entendre ces propositions que c'est déjà des avancées très, très importantes pour les Russes. Le problème dans tout ça, c'est que quand on rentre dans le dur des négociations, bien, ça devient beaucoup plus compliqué parce que les Russes, on se le rappelle, accusent les Américains et les Occidentaux de ne pas avoir respecté leurs promesses dans les années 90, notamment en ce qui concerne l'élargissement de l'OTAN. Donc cette fois-ci, ils veulent des garanties extrêmement solides. Et là, ça devient plus compliqué parce que qui va accepter de signer finalement des garanties disant que non, l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Pour l'instant, il n'est pas certain que les Ukrainiens et même que les Américains soient prêts à ce type d'accord très contraignant. De même, les Russes demandent donc l'annexion des 4 régions qu'ils réclament, alors même que les Ukrainiens, évidemment, ne souhaitent non seulement pas reconnaître ces annexions, mais contrôlent encore une partie de ces territoires et évidemment ne veulent pas s'en retirer. Donc, sur le principe, les Américains ont plutôt fait un pas en avant vers les Russes, et d'où leur frustration actuelle, mais de l'autre, les Russes estiment que pour l'instant, ça ne permet pas finalement de respecter, ou en tout cas, ça n'est pas suffisant par rapport à leurs préoccupations et par rapport à leurs objectifs en Ukraine, que certains pourraient considérer comme maximalistes.
Alors, réponse succincte, si vous voulez bien, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que, selon vous, on va vers une autre année de conflit entre Russes et Ukrainiens? Alors, en tout cas, là, ces dernières semaines, on a un durcissement des positions des uns et des autres. Les Ukrainiens viennent de déclarer que finalement, finalement les pourparlers n'avaient rien donné. Le chancelier allemand a été dans le même sens, en disant que finalement, les efforts diplomatiques étaient un échec. Et donc, on a l'impression que toutes les parties sont à nouveau voilà, relancées dans une phase de De guerre blocage. et oublier les efforts diplomatiques. Ça dépendra aussi Merci. de la situation sur le front. Merci David Tertry d'avoir été des notes politique internationale du jour, spécialiste de la Russie et auteur de Russie, le retour de la puissance. Merci encore et je vous dis à bientôt. Merci chers téléspectateurs de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Al24 News et on se dit à demain.